Donc on est très content de vous avoir avec nous pour ce temps de partage d'initiatives innovantes qui ont vu le jour ou qui ont été reprises dans des feuilles de route France Numérique Ensemble dans des territoires. Il y a 6 territoires qui sont représentés, que je remercie beaucoup d'être là. Je laisse la parole au premier territoire. Voilà, c'est parti pour 10 minutes. Ça marche? Oui, c'est bon. Donc bonjour à tous, donc je suis Laura Héraille, je travaille pour la Fédération des centres sociaux du Maine-et-Loire et de la Mayenne et je vous parle aujourd'hui en qualité de coordinatrice des conseillers numériques du Maine-et-Loire et animatrice du réseau des médiateurs numériques de ce même territoire. Et je vais intervenir avec Richard Marquis d'Anjou Numérique et nous on va vous parler des actions de financement qui ont été mises en place dans le cadre de la FN, enfin dans le cadre de notre feuille de route d'accompagnement au numérique sur notre territoire. Donc, en fait, moi, je vais vous parler du financement de mon poste. Parce que, du coup, je suis coordinatrice conseiller numérique, mais financée par un autre biais que l'État. Juste pour vous donner quelques chiffres sur le partenariat qu'on a au niveau du 49, et on en est à notre deuxième feuille de route. Ça représente 15 acteurs mobilisés, privés et publics. On a 5 ans d'existence à peu près, donc en fait cette dynamique, elle a commencé nous avec la première stratégie d'inclusion numérique de l'État en 2019. Et en ce qui concerne mon poste, enfin en tout cas en ce qui concerne les financements dont je vais vous parler, on est sur un financement de 92 000 € par an pour 1,65 ETP. Là, vous avez en fait l'ensemble des parties prenantes de la MEDNUM 49, donc avec une coordination par le conseil départemental, des financeurs, et une animation de cette feuille de route qui sont opérées donc par la Fédération des centres sociaux, mon employeur, la préfecture de Maine-et-Loire et Anjou Numérique dont fait partie Richard. On a un cercle de financeurs donc, qui se compose de la CARSAT, de la CPAM, de la MSA, de la CAF de Maine-et-Loire, d'Anjou Numérique et du conseil départemental. Et donc, moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'accord de coopération qui vient financer mon poste. C'est vraiment un engagement financier des opérateurs que j'ai cité, que je viens de citer. Pourquoi cette volonté de financement? Donc, comme je vous ai expliqué, notre dynamique, elle a commencé en 2019, suite à la création de notre hub régional, avec une vraie volonté territoriale de structurer l'accompagnement aux usages numériques sur le territoire. On avait déjà un réseau de médiateurs numériques préexistant qui s'appelait CIM Anjou et qui était porté par des acteurs associatifs et en fait, beaucoup de centres sociaux. Et donc, ces acteurs sont venus chercher la fédération pour animer ce réseau, le structurer et le développer. Et ensuite, il y a eu l'arrivée des conseillers numériques auxquels on a participé dans ce cadre-là. Il y avait aussi, en 2019, la mise en place d'une feuille de route de l'accompagnement aux usages numériques, en lien avec tous les partenaires que j'ai cités. Et ce qu'on peut noter aussi sur notre territoire, c'est qu'il y avait, avec les opérateurs publics et les associations, une vraie volonté de réfléchir le numérique au-delà de l'accès aux droits. D'où aussi la présence de la Fédération des centres sociaux et de cette entrée éducation populaire autour de la médiation numérique. Donc le principe de financement, on est sur un financement de 2 missions au sein de la fédération. Donc une mission d'animation du réseau qui est mon poste, donc vraiment avec la volonté de proposer des temps de montée en compétences pour les professionnels, mais aussi les bénévoles du territoire. Et voilà, d'être vraiment une personne ressource pour ces personnes, enfin pour ces professionnels, et aussi de participer au déploiement des actions des différentes feuilles de route. Et on a aussi une mission au sein de la fédération qui est occupée par une collègue à moi, de coordination de jeunes en service civique autour de l'accompagnement numérique. Donc l'idée, c'est de permettre à des structures de recruter des jeunes autour de missions d'accompagnement numérique et surtout de leur apporter une formation complémentaire. Donc ce dispositif vient aussi financer 5 jours de formation complémentaire pour les services civiques, pour les outiller à l'accompagnement numérique dans nos territoires et nos structures. Les modalités de conventionnement, donc on est sur un financement de 3 ans renouvelable. Donc on a eu une première feuille de route avec 3 ans de financement. Et là, on est reparti sur 3 ans de financement jusqu'en 2025. C'est un conventionnement pluriannuel que la Fédé avec chaque opérateur que j'ai cité.
Et il y a une demande de subvention tous les ans. Et le détail de financement, je vous l'ai donné. Donc, on est sur un montant à hauteur de 92 000 € par an. Et voilà, donc aujourd'hui, on en est à notre deuxième feuille de route. On est dans un vrai travail partenarial. Et en fait, sur ce territoire-là, il y a eu vraiment un souhait de structuration dès le départ et de se dire, on met des moyens pour l'animation du réseau et pour de la mission de structuration, un peu en fait ce qui est demandé aujourd'hui dans le cadre du FNE, du fonds d'ingénierie et de la coordination des conseillers numériques. Donc voilà, et je ne sais pas, j'ai fait 5 minutes, mais j'ai parlé un peu vite. C'est parfait. Donc Richard Marquis, chargé de projet au syndicat Enjeux numériques. Moi, je vais vous parler d'un autre dispositif financier qu'on a mis en place pour un cofinancement des postes de conseillers numériques dans les territoires. Donc le constat, je pense que vous partagez tous, c'est la question de la dégressivité des financements du dispositif conseiller numérique, le fait de pouvoir maintenir des postes de professionnels de la médiation numérique dans les territoires. Et puis aussi le fait de mobiliser des collectivités locales pour cofinancer ces postes. On sait que voilà, un dispositif, pour qu'il s'implante sur les territoires, il faut qu'il y ait une implication des collectivités territoriales, sinon c'est un petit peu compliqué. Donc nous, on a imaginé un dispositif de financement pour pérenniser les postes qui sont déjà en place dans le département, il y en a 34, ou recruter des nouveaux, puisqu'il est encore possible, on a des structures qui accueillent des nouveaux postes de conseiller numérique. Voilà. Nous, on a choisi aussi de s'inscrire dans vraiment un financement uniquement des conseillers numériques. Alors, d'une part, parce que ça borne un peu notre dispositif qu'on a mis en place, et puis aussi, alors vous me direz que c'est un peu facile, mais considérant que les médiateurs qui existaient avant, ils avaient déjà un modèle économique qui était viable, même si parfois il est un peu difficile, n'empêche qu'on pouvait imaginer qu'il était viable. C'est aussi le principe, c'était d'aller chercher une collectivité et puis qu'il y ait un effet levier pour que ce financement, ça soit pour un poste de conseiller numérique, mais aussi pour mettre le pied à l'étrier de la collectivité pour qu'elle s'engage vers un projet de structuration, qu'elle écrive en fait sa propre feuille de route locale. Donc dans la convention, il y a à la fois le financement, mais aussi le fait de dire que la collectivité s'engage sur son territoire d'intervention, que ce soit une commune ou un EPCI, à développer une feuille de route dans le cadre de voilà, son projet de territoire, sa CTG par exemple, quand c'est le cas dans le Maine-et-Loire. Sur les modalités, nous on est sur 3 ans maximum, c'est-à-dire potentiellement pour un poste de conseiller numérique en version 2, ou ça peut être moins, c'est-à-dire que si la convention elle est déjà entamée, c'est un petit peu moins, parce que de fait, comme on s'inscrit dans le dispositif, la convention s'arrête à la fin du dispositif, et le montage financier, c'est de se dire, après les aides de l'État, il y a un reste à charge, et ce reste à charge, on le divise en 2, donc une collectivité locale qui s'engage à en payer une partie, et donc la moitié, et l'autre moitié, c'est un fonds départemental qu'on a mis en place. Donc ça donne lieu à une signature d'une convention qui est bi- ou tripartite. Alors, tripartite, quand l'employeur il est privé, par exemple, notamment les centres sociaux dans le Maine-et-Loire. Donc cette enveloppe au sein d'Enjeux numériques, elle a été créée grâce à des fonds propres. Elle a été abondée par des acteurs privés, enfin un acteur privé principalement aujourd'hui chez notre délégataire. Voilà, on avait une opportunité d'une enveloppe existante sur l'insertion, l'inclusion, donc ça nous a permis de déclencher cette aide. Demain, on imagine aussi aller chercher des banques, des opérateurs de téléphonie avec lesquels on a pu avoir quelques contacts. Et puis, on souhaite compléter ces financements avec un dossier européen, un FEDER, là, qu'on est en train de travailler. Donc, ça représente globalement une enveloppe de 500 000 € sur 3 ans pour... alors, quand je disais 34 postes dans le département, là, ça concerne 26 postes, parce qu'on n'intervient pas sur tout le département, enfin, je vous passe les détails. Aujourd'hui, il y a 7 territoires avec lesquels on a engagé pour commencer à mettre en place cette convention et financer leurs postes dès 2024, puisque cette aide a été actée en avril, donc elle sera rétroactive sur l'année 2024. Et puis, on a quelques pistes, là, donc c'est un travail qu'on fait collectivement à l'échelle du Maine-et-Loire pour faire en sorte aussi que cette aide puisse être un levier pour créer des postes dans des territoires où il n'y en a pas encore. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Et donc la Vendée, c'est parti pour 10 minutes. Bonjour, donc moi je vais vous présenter un projet concret qui est mis en place en Vendée et qui montre toute une synergie qu'il y a dans ce territoire. Mais avant, je vais passer la main à François-Xavier qui est à la préfecture et pour vous expliquer un peu comment on a mis en place justement cette synergie. Merci Clarisse, bonjour à tous. Donc François-Xavier Conin, chargé de mission à la préfecture de la Vendée. En charge notamment des dossiers numériques. 2 minutes pour vous présenter rapidement l'organisation départementale par rapport à l'inclusion numérique.
En Vendée, on a un collectif qui s'appelle le GRIN, Groupe de recherche et d'action sur l'inclusion numérique, qui anime l'écosystème de l'inclusion numérique. Ce collectif rassemble 23 structures publiques et privées. Vous avez donc la préfecture, le conseil départemental, un certain nombre d'opérateurs publics comme la CAF, l'assurance maladie, la CARSAT, la MSA, et puis des têtes de réseau associatives avec Famille Rurale, la Ligue de l'enseignement, la Fédération des centres sociaux. Ma liste n'est pas exhaustive. Donc ce collectif anime donc l'écosystème de l'inclusion numérique et tire sa légitimité, il me semble, de 3 choses. D'une part, de son expérience, parce que ça fait maintenant 6 ans que le collectif existe et il est maintenant bien implanté dans le paysage vendéen de l'inclusion numérique. Il tire aussi sa légitimité de son ouverture à toute nouvelle structure. N'importe quel acteur de l'inclusion numérique peut rejoindre le GRIN, il suffit de le demander. Alors ça suppose évidemment de s'investir pour faire vivre ce collectif et animer l'écosystème de l'inclusion numérique. Mais le fait qu'il soit ouvert fait qu'il n'est pas contesté au niveau du département. Et enfin, il faut le dire, il y a un consensus entre la préfecture et le conseil départemental pour confier au GRIN l'animation de cet écosystème. Donc quand la feuille de route France Numérique ensemble est arrivée, qu'on nous a demandé de trouver un porteur de feuille de route au niveau départemental, la question du portage a été très simple. Cette feuille de route, elle est aujourd'hui portée par le GRIN. Donc au sein du GRIN, on fonctionne comme ça pour tous nos projets. On met en place des petits groupes projets avec les structures sur la base du volontariat. Donc on a 3 structures qui sont portées volontaires. La préfecture, évidemment, le conseil départemental et la fédération des centres sociaux qui donc pilotent la rédaction de la feuille de route. On a défini une méthodologie de travail. On a du coup invité largement tous les acteurs du département à y participer. On a organisé 2 demi-journées de travail avec sous format de World Café pour faire émerger des idées, les prioriser et commencer à définir un peu les moyens qu'on allait mettre en face des projets qu'on voulait porter pour les 3 années à venir. On a eu une 40aine de structures participantes à ces ateliers. Et là, voilà, on est en phase de finalisation de la rédaction de cette feuille de route. Et donc, je laisse Clarisse vous présenter un des projets qui ont été identifiés à travers ce travail. Merci. Donc effectivement, moi je suis chef de projet collège numérique, donc je suis en charge de tous les projets numériques dans les collèges. Il y avait un constat, une problématique simple, c'est un trou dans la raquette, c'est-à-dire pour des élèves. Je vais vous prendre un exemple très simple et concret. Aujourd'hui, la rentrée des classes vient de se passer. Le petit Paul, il est en classe. Non, la petite Olympe, elle est en classe, justement. Et la petite Olympe, on s'aperçoit que, eh bien, elle aura sans doute besoin de matériel informatique. Et donc, comment ça se passe? On va donc, dans ces cas-là, demander du matériel auprès de la MDPH. Je fais assez simple parce que c'est tout un parcours. Il va y avoir ou pas une notification qui va être faite, mais en général, la MDPH va dire « Est-ce que vous avez testé du matériel ?» Et là, ils se retournent vers le conseil départemental. Nous, on n'a rien à en prêter, on ne peut rien faire. Et donc, ils vont refaire une demande à la MDPH qui va finalement donner une notification. La notification passe par les services de l'inspection académique. L'inspection académique dote l'élève de matériel. En gros, la petite Olympe, elle a attendu 18 mois avant d'avoir du matériel. Voilà pour l'histoire. Et donc, c'est ça le problème, la trou dans la raquette. Et donc, qu'est-ce qu'il a été décidé de faire? C'est que nous, collectivités, le conseil départemental et donc les élus, ont voté l'année dernière un budget de 65 000 € dans lequel le conseil départemental est vraiment l'acteur principal, mais avec une synergie complète avec la maison départementale du handicap qu'on appelle maintenant Maison Vendée Autonomie pour notre territoire, et également l'inspection académique. Et toute enseignant, tout principal d'un collège peut nous demander du matériel. On prête du matériel. Ce matériel, il est testé. S'il fait l'affaire, eh bien, ils peuvent faire une demande s'il y a besoin, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une demande tout compte fait de matériel. Mais en tout cas, on peut tester du matériel. Ce matériel peut sortir dans la famille également. Donc, pour nous, ça ne pose pas de problème. Et on a tout type de matériel. Carole, tu vas m'en vouloir à mort, mais mon crayon, mais je pourrais le montrer tout à l'heure. Entre autres, on a mis en place un crayon lecteur. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un tout petit crayon mais qui permet de scanner le texte et qui permet aux élèves d'être autonomes. C'est-à-dire, ça peut servir à des élèves qui sont allophones, qui ne parlent pas français. Et donc, ça relie plusieurs fois la consigne. Ou autrement, à des élèves qui sont en difficulté de lecture. En tout cas, voilà ce qui a été mis en place sur tout le territoire. Et donc, ce qui est très innovant, c'est que c'est vraiment un complet partenariat avec 5 collèges pilotes, donc des enseignants, des chefs d'établissement, mais également la Maison Vendée Autonomie, également des ergothérapeutes, des chercheurs, pour justement voir comment on peut mettre en place
toute cette fluidité, tout ce qui va pouvoir aider des élèves à identifier du matériel. On a une plateforme et des outils communs sur lesquels on va pouvoir déposer nos dossiers communs pour pouvoir justement travailler et être au plus près et aider les élèves. C'était ça la problématique et c'est la solution que pour l'instant on a trouvée. L'année dernière, on était en phase de pilotage. Hier matin, on était en réunion avec tous les chefs d'établissement et on leur a dit qu'officiellement, c'était lancé pour tous les établissements. Dès aujourd'hui, j'ai eu plusieurs demandes déjà, donc il va falloir traiter rapidement maintenant toutes les demandes justement pour aider justement et soulager ces élèves qui en ont besoin. Voilà globalement ce que l'on a mis en place et les impacts qui étaient recherchés. Hein. Donc c'est effectivement l'inclusion scolaire, mais c'est également l'égalité des chances. C'est également tout ce qui va être la collaboration, la coopération. C'est ce qui va aussi permettre à des élèves d'être rassurés dans l'appréhension de tout ce qui est les mathématiques, le français et autres. Et donc c'est cet effet-là et ces impacts-là qui étaient recherchés. Voilà. Donc on a essayé de faire le plus rapide possible et on est en moins de 10 minutes. C'est incroyable. Nous sommes dans les délais. Merci beaucoup. Et donc on passe la parole à David. David Balbès, directeur des systèmes d'information et de l'aménagement numérique pour le département de Lot-et-Garonne. Donc comme l'indique le slide que vous avez sous les yeux, je vais vous parler de la mise en place d'un fonds départemental d'inclusion numérique. Donc la mise en place d'un fonds départemental d'inclusion numérique, peut-être qu'avant de vous parler comment ce fonds départemental d'inclusion numérique a été constitué, je vais surtout vous parler des projets qui ont été déployés grâce à ce fonds départemental, initialement doté de 300 000 euros, abondé uniquement par des opérateurs de services publics, CAF, MSA, CARSAT, CPAM, La Poste, Orange, ce type d'acteurs. Vous les avez quelque part sur ce slide. Au total, ce sont 19 opérateurs qui se sont mobilisés autour de notre stratégie départementale d'inclusion numérique et avec, pour certains d'entre eux, en tout cas, la volonté d'abonder, sur la base du volontariat, j'insiste, un fonds qu'on leur proposait de créer. Les impacts sur les territoires en termes de projet, c'est assez énorme parce que ce fonds départemental d'inclusion numérique, initialement, il a permis, j'y reviendrai parce que c'est important, il a permis de déployer un dispositif de financement de formation à destination des usagers, entre autres le pass numérique, qui poursuit sa vie en Lot-et-Garonne, toujours grâce à ce fonds. Il a également permis de faire sortir de notre territoire, de terre, une filière de reconditionnement informatique. Comme il s'agissait de créer un cercle vertueux, on s'est dit, tiens, on sait financer de la formation, on a du matériel reconditionné, abondé par les opérateurs, abondé par le département. Donc en termes de sourcing de matériel, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on, adossé à ces différents dispositifs, on crée un fonds d'aide d'équipement aux familles en difficulté. Donc là, en partenariat avec les chefs d'établissement des collèges qui identifient des familles en grande difficulté, que ce soit sociale, financière, mais aussi dans le décrochage du suivi de la scolarité de leurs enfants. Et sur la base de cette dynamique, donc, il y a ce fonds d'aide qui permet aujourd'hui, on donne gratuitement un matériel reconditionné issu de notre filière locale de reconditionnement. On le cède gratuitement aux familles identifiées par les chefs d'établissement, mais en contrepartie, on ne souhaitait pas que ça soit totalement gratuit. En tout cas, on ne souhaitait pas la gratuité pour les familles. Et la contrepartie pour les familles, c'est de s'inscrire dans un parcours de formation, notamment pour appréhender tous les outils, Pronote, etc., de suivi de la scolarité de leurs enfants, avec un diagnostic préalable qui permet de savoir où en est la famille, parce qu'avant de parler de Pronote, des fois, il va falloir aussi parler d'Internet, de messagerie. Donc, des fois, on part de très, très loin. Donc, je ne rentre pas dans le détail, tout ça vous sera communiqué dans le détail sur ce PowerPoint. Mais toujours est-il que grâce à ce fonds, grâce à la mobilisation des opérateurs, il y a plein de choses qui se sont concrétisées sur le territoire. Et moi, mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous expliquer dans le détail tous les projets qui ont découlé de cette
stratégie, de cette dynamique, mais c'est plutôt d'essayer d'analyser de manière un peu rétrospective les facteurs qui ont fait que la mayonnaise que l'on a proposée aux opérateurs, nos partenaires, comment cette mayonnaise a pris. Première chose, en refaisant le film, ce qui apparaît, c'est qu'il faut un déclencheur. Pour nous, le déclencheur, alors quand je dis pour nous, département de Lot-et-Garonne, ça veut dire que ça ne sera pas probablement le même sur d'autres territoires. Mais il faut un déclencheur. Le déclencheur, ça a été l'appel à projet lancé par l'État en 2019 pour déployer le dispositif, ou en 2018, je ne sais plus, pour déployer le dispositif du pass numérique. On était déjà assez mûrs sur cette question, on fait un dossier de financement, on obtient un financement maximum de 66%, financement de l'État. On s'est dit, bien, super, on a 150 000 euros qui tombent du ciel grâce à l'ANCT et l'État, mais le département n'a pas vocation à financer les dispositifs d'inclusion numérique. Donc, on décide de proposer aux opérateurs, dire, bien voilà, si vous mettez 1 euro sur la table, on vous en donne 2. Ça en fera 3. Et on porte pour vous une politique d'accompagnement de vos usagers, les allocataires CAF, MSA, etc. Et à notre plus grande surprise, on est suivi. On est suivi de manière assez symbolique au départ, mais on est suivi. Deuxième élément assez déterminant, c'est d'avoir des intérêts partagés. J'ai souvent cité la CAF parce qu'ils étaient dès le départ dans cette opération. Il faut savoir que les CAF, elles sont toutes challengées au niveau national. Elles ont toutes des suivis en termes de taux de dématérialisation versus nombre d'accompagnements physiques. Et voilà, mais il se trouvait qu'en Lot-et-Garonne, la CAF locale était un peu en retard. Et donc, du coup, il y avait un intérêt. Tiens, je mets 1 euro, j'en ai 3, et puis en plus, ça me permet de remonter dans les stades nationaux. Et de là, ça déclenche une dynamique où d'autres suivent. Donc ça, voilà, c'est entre guillemets connaître la faiblesse de ses partenaires ou les intérêts de ses partenaires, ça peut servir. Et ça a été un élément assez important dans le fait que cette mayonnaise prenne. Troisième chose qui me paraît capitale, confiance et flexibilité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a parlé de sous. On a établi un cadre conventionnel. On a dit à nos partenaires, voilà, nous, ce qu'on apporte, on vous laisse la plume sur ce que vous souhaitez aborder. Et dans cette convention, il y a un article 7 qui s'appelle « Abondement du Fonds départemental d'inclusion numérique ». Vous n'êtes absolument pas obligé de mettre 1 seul euro. Bien entendu, si on est tout seul à ramer dans notre coin, il n'y aura pas de dynamique. Et donc, voilà. Quelque chose d'extrêmement souple. Certains nous ont suivis, d'autres pas. C'est pas grave. Ça a permis de créer toute une dynamique avec tout un tas de projets très opérationnels qui ont pu se mettre en place. La valeur aussi, l'importance de la symbolique. Au départ, des partenaires comme la MSA, c'était pas prévu. On leur sort au mois d'octobre, tiens, on crée un fonds départemental. Oui, mais moi, mon exercice comptable s'arrête dans 1 mois et demi. Je peux mettre que 1 000 euros. Mais c'est génial, 1 000 euros. 1 000 euros, c'est génial. 1 000 euros, plus 1 000 euros, plus 1 000 euros. Et plus 5 000 et plus 10 000. Et on arrive à faire des choses ensemble. Donc, le poids de la symbolique, c'est énormément important. Et le facteur humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos partenaires, nos 19 partenaires, je vais tirer le trait, mais c'est une bande de potes aujourd'hui. On a un comité technique, on a un comité de pilotage. Ils sont reçus comme des rois. Il y a une ambiance, un climat de confiance qui est extrêmement important et qui fait qu'aujourd'hui, on a trouvé une légitimité et qui fait qu'aujourd'hui, on est suivi. La complémentarité, mais j'arrive au bout. La complémentarité, donc complémentarité, c'est-à-dire la dynamique tout à l'heure que j'expliquais, le pass numérique qui finance la formation, la filière de reconditionnement, le fonds d'aide à l'équipement qui est alimenté d'ailleurs par le pass numérique, qui est financé. Bref, tout ça, on a essayé de construire un Lego où tous les systèmes interagissaient entre eux et s'auto-alimentaient entre eux. Donc un cercle vertueux. Un autre point qui a été dans notre cas assez déterminant, c'est ce que j'ai appelé là ici, industrialisation et automatisation. C'est-à-dire que pour déployer des dispositifs de type pass numérique, il faut mettre un réseau de formateurs, il faut mettre des réseaux de prescripteurs, il faut que tout ça s'apprenne. L'échec du pass numérique en France, c'est que ça n'a pas pris parce que ce n'était pas industrialisé. Mais nous, on a modifié notre récit pour que
à portée d'un clic pour nos travailleurs sociaux, ils puissent prescrire du pass numérique. Et on s'est dit, tiens, puisque ça marche pour nos travailleurs sociaux, pourquoi pas l'ouvrir à des partenaires externes, les Restos du Cœur, etc., etc. On a 25 partenaires prescripteurs comme ça sur le territoire. Et on a une chaîne totalement automatisée qui a été mise en place où, depuis un clic, ce sont des lettres signées de la présidente avec l'identification de nos partenaires, etc., la valorisation de nos partenaires et l'envoi des passes automatiques vers les usagers. Et enfin, pour finir, et ça c'est un message que je passe aux représentants de la NCT, c'est d'intégrer les spécificités des territoires. On l'a vu, par exemple, le pass numérique a été le déclencheur. Je reviens au début de l'histoire. Et aujourd'hui, ça marche, ça continue de fonctionner chez nous. On aimerait pouvoir continuer à bénéficier de fonds sur ce cadre-là, pour justement continuer à jouer sur cet effet de levier qu'on a su créer, notamment dans le cadre du 1 euro qui en génère 3. Et je terminerai juste sur, est-ce que tout ce que je viens de vous dire est reproductible? Et je dirais que oui et non. Faire ce qui a été fait en Lot-et-Garonne, ça a été fait en Lot-et-Garonne parce que voilà, il y avait cette dynamique-là. Mais sur notre territoire, ça sera autre chose. Et si aujourd'hui je devais quitter mon territoire pour aller sur notre territoire, je n'essaierai pas de faire la même chose. En revanche, j'essaierai d'appliquer les mêmes recettes de cuisine, à savoir sous déclencheur, les intérêts partagés, etc., etc. Les 6 bulles que vous avez à l'écran. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que... Bonjour, donc je suis Nicolas Godin, je suis chargé de mission au sein d'un syndicat mixte qui s'appelle l'Agence landaise pour l'informatique et qui pilote le travail sur la feuille de route France Numérique Ensemble dans le département des Landes. Alors moi je vais commencer justement pour vous dire 2 mots de la philosophie de la feuille de route, qui est plutôt une philosophie autour de l'outillage. Le constat qu'on a pu faire, nous, c'est qu'on a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur l'accompagnement numérique au sens large, et que donc il nous paraissait plutôt pertinent de répondre à des besoins d'outillage, de méthodologie, et c'est là-dessus que va se construire la feuille de route. Dire aussi que c'est la seconde feuille de route, puisqu'on en avait déjà établi une en 2020. Aujourd'hui, elle se structure autour de 4 axes, 15 actions. Je ne vais pas bien évidemment toutes vous les présenter puisque je n'ai que 10 minutes. Mais je vais plutôt faire un focus sur une qui paraît importante. Et pour le coup, pour l'illustrer, je vais commencer par une citation qui n'est pas nominative. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Voilà, 35% de la population éloignée du numérique, 5000 Landaises accueillies en un an. On est loin du compte. Donc effectivement, quand on entend ça, qu'on fait de la médiation numérique, on se dit c'est quand même difficile, c'est un peu dur à recevoir. Et comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça? Et il nous a semblé déjà dire qu'on n'est pas les seuls à faire ce constat-là. Ce constat, on l'a très tôt partagé avec nos voisins des Pyrénées-Atlantiques, avec lesquels on travaille beaucoup, la fibre 64. Et en fait, on se dit, si on étudie que l'axe quantitatif, on va toujours tomber sur le même problème. Déjà, l'axe quantitatif, il a une faiblesse, c'est qu'il n'identifie pas toute la médiation numérique. Si je suis accueilli dans un France Service, qu'on m'aide à faire une démarche, je ne remonte pas sur l'espace coop, donc je ne suis pas dans la comptabilité de l'activité de médiation numérique. Et si je suis médiateur numérique associatif, alors j'ai entendu, je n'étais pas là ce matin, que l'espace coop allait s'ouvrir, mais aujourd'hui, effectivement, ça ne rentre pas dans ces comptes-là. Donc déjà, on voit que l'argument quantitatif, il pose un premier problème. Il y a cette diversité de dispositifs. Je parlais du France Service, mais il peut y avoir des mairies, il peut y avoir des centres sociaux qui ont des dispositifs. Donc là aussi, on voit qu'il y a quand même une vraie difficulté à construire quelque chose qui puisse répondre à cet enjeu d'évaluation. En plus, ces outils qu'on peut mettre à disposition, on peut considérer qu'ils ne sont pas parfaits parce qu'ils ne prennent pas en compte tous les acteurs, mais en plus, ils n'ont pas forcément toutes les dimensions. Est-ce que celui qui est accompagné pour accéder à la culture, il est comptabilisé au même point que celui qui est accompagné pour accéder à des droits sociaux, par exemple? Donc ça, c'est vraiment la piste des constats. Nous, face à ces constats, on se dit, en fait, on n'a pas forcément la compétence pour répondre à ça, et c'est quand même un enjeu lourd. Et il se trouve que dans notre territoire, le sud-ouest, le plus beau de France, je me permets de le dire ici, pour le coup,
Dans ce territoire, on a une chaire universitaire à Pau qui travaille sur l'évaluation des politiques publiques, qui a notamment travaillé avec la ville d'Angers sur l'évaluation de la politique en termes de la smart city. Donc, vous voyez, et on est allé voir avec eux si on pouvait être accompagné à construire une méthodologie qui viendrait évaluer l'efficacité d'une politique d'inclusion numérique à l'échelle départementale. Alors notre fiche action, elle porte là-dessus. Elle porte pas sur le fait qu'elle est construite. Elle porte sur le fait que là, pendant les 3 prochaines années, les acteurs de nos réseaux vont s'engager à construire collectivement cette évaluation d'une politique publique. En complément de ça aussi, on fait un lien avec ce qui a été fait par le labo Société Numérique et les travaux sur la seule évaluation de la compétence technique, qui pose un problème. Aujourd'hui, je peux être compétent sur un réseau social, sur une technologie. Demain, la technologie évoluant, est-ce que je suis toujours compétent ? Est-ce que ce seul critère de l'évaluation technique de mes compétences est pertinent ? Et nous, on reprend un petit peu les échanges qu'on avait pu avoir avec Thomas Macaluso quand il est venu à Bayonne, en disant, en fait, non, il faudrait peut-être aussi intégrer là-dedans une dimension qui soit liée au sentiment de compétence des personnes. Donc, c'est aussi un deuxième axe de cette stratégie donc d'évaluation de la politique publique. Et bien évidemment, mais je l'ai un peu déjà dit tout à l'heure, ce qui nous paraît essentiel là-dedans, c'est qu'on puisse élargir l'évaluation au-delà du dispositif des conseillers numériques et qu'on puisse y faire rentrer toutes les personnes qui agissent dans l'inclusion numérique. D'où le fait que cette fiche-là nous paraît une fiche très structurante pour une feuille de route d'inclusion numérique sur les 3 prochaines années à venir. Alors juste vous dire que la réussite d'une action comme celle-là, alors là pour le coup nous elle va être facilitée par le fait qu'on mutualise nos efforts avec nos collègues de la Fibre 64 et des Pyrénées-Atlantiques, mais elle nécessite aussi de mobiliser des fonds. Une chaire universitaire, ça veut dire un doctorant et donc il faut aller le payer. C'est de l'outillage, c'est de la formation, c'est créer une culture de l'évaluation qui n'existe pas partout. Donc nous on est en train en ce moment de cravacher pour trouver ces fonds-là. Par contre nous on a pris l'engagement ferme que tout ce qu'on arrivera à produire, toute la méthode, tous les outils, on les livrerait en commun pour qu'ils puissent être librement réexploitables et que le travail qu'on est en train de faire, il n'ait pas besoin d'être reconduit partout. Donc voilà, ça, sur cette petite fiche, je crois que je vous ai tout dit. Je voulais finir sur un élément qui est transversal à la fiche, à la feuille de route landaise et qui peut-être se retrouve dans vos territoires. Nous, du coup, la feuille de route landaise, elle s'est validée hier après-midi à Mont-de-Marsan à 14h30. Donc voilà, je viens de Mont-de-Marsan. Voilà, merci. Oui, parce que vous le savez très bien, c'est un long travail de faire une feuille de route. Et en fait, on a une remarque à l'occasion hier de la préfète du département qui nous félicite pour les travaux, mais nous dit, enfin bon, quand même, ce qui est essentiel, c'est quand même l'usager. Et oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec la préfète. Et pour nous, cette question de l'usager, ça pourrait être contradictoire avec ce que je vous ai dit en introduction. C'est-à-dire que nous, on est plutôt parti sur comment on va soutenir les acteurs, comment on va les outiller, quelles méthodes on va leur proposer. En fait, pour nous, la clé qui va faire le lien, c'est l'échelon intercommunal. Je suis dans un territoire là où il y a 18 intercommunalités, dont certaines qui font 7000 habitants. Mais pour le coup, c'est un avantage. Parce que dans une intercommunalité de 7000 habitants, les acteurs de terrain, ils connaissent les usagers. Ils les connaissent intimement. Et ils peuvent aussi connaître les partenaires. Donc nous, effectivement, je voulais faire un focus là-dessus en vous disant que, pour vous donner à voir ce que nous, on a décidé de faire dans les Landes, on a un échelon départemental qui va plutôt se cantonner à accompagner le déplacement des dispositifs nationaux qu'on nous propose, faire émerger et piloter des dispositifs locaux, parce qu'on a aussi cette capacité à le faire, et tous les acteurs ici l'ont présenté, et créer, animer des partenariats institutionnels à l'échelon départemental. Par contre, l'échelon intercommunal, lui, il faut qu'il arrive à avoir des relations très opérationnelles entre l'agent de l'agence France Travail, l'agent de la mission locale et le chargé d'accueil d'un centre social. Et que c'est à ce niveau-là que doivent se faire et créer, suivre tout l'accompagnement des usagers. Et en fait, pour ça, nous, on propose, on va utiliser 2 outils qui nous paraissent intéressants. Je vous les livre comme ça, vous en ferez ce que vous voudrez. Le premier, c'est, en fait, on va signer une convention départementale avec la CAF des Landes pour que, dorénavant, dans toutes les conventions territoriales globales, le thème de l'inclusion numérique soit un thème obligatoire. C'est aujourd'hui un thème facultatif. Voilà, donc on travaille sur cette convention, on s'est fixé pour objectif qu'elle soit signée avant le 31 décembre et que de fait, du coup, partout, sur les 18 territoires, au moins, on sait qu'il y aura une instance déjà existante dans laquelle on parlera inclusion numérique.
Et la deuxième, c'est on s'est dit qu'il y avait une enveloppe France Numérique Ensemble de 20 000 € pour aller faire de la formation aidant numérique ou aidant connect. Nous, on va prendre une partie de cette enveloppe pour faire de l'aidant numérique. Et on se dit que quand un territoire sera volontaire pour s'engager dans une démarche d'inclusion numérique, on lui proposera de venir réunir ses acteurs toute une journée dans une action de formation et dans le numérique pour que ensemble ils puissent comprendre et avoir la même lecture de la problématique de l'éloignement numérique sur leur territoire, des ressources qu'il existe chez eux et que ce soit ça le point de départ de cette territorialisation. J'ai fini. Merci beaucoup. Et merci à mon fan club. Dernier témoignage avec le Hub du Sud. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Sarah Ritz et je suis chargée de développement pour le Hub du Sud, le Hub territorial pour un numérique inclusif de la région Sud-PACA. Et je suis accompagnée de Mathis Gillin, qui est coordinateur de conseiller numérique pour le Vaucluse. Et nous représentons la gouvernance FNE du Vaucluse pour vous présenter aujourd'hui comment le France Numérique Ensemble a été une occasion de structurer les actions intercommunales d'inclusion numérique. Alors, juste pour vous présenter pourquoi c'est moi, le Hub du Sud, qui introduit cette feuille de route, c'est car nous, en région PACA, le Hub, on a décidé, on a travaillé avec les gouvernances FNE et pour accompagner et animer l'écriture de ces feuilles de route à raison de 20 jours pour chaque département, qui ont été plus ou moins consommés en fonction des besoins des départements. Ce qui nous a permis d'organiser et d'animer des groupes de travail sur chaque département, de participer aux instances de gouvernance et de pilotage, ainsi que co-réaliser un certain état des lieux sur les départements. Pour le Vaucluse, je vais vous faire un cours historique. Le Vaucluse a déjà travaillé sur l'inclusion numérique et le travail depuis 2017 grâce au schéma de service au public qui réunit 3 orientations, le numérique, la mobilité et la santé. Et donc, ce schéma de service au public est porté par le conseil départemental. Dans le cadre de France Numérique Ensemble, les coporteurs ont été donc la préfecture et le conseil départemental. On a pu réunir 23 collectivités et 18 structures, dont le Hub du Sud. Et notre volonté, dès le départ, a été de réunir toutes les intercommunalités du département. C'était vraiment notre volonté. Lors de ces ateliers, nous avons pu présenter le premier schéma de service au public avec l'identification de l'électronisme comme un enjeu d'égalité et la constitution et les recensements des différents dispositifs qui ont été faits depuis 2017. Le schéma de service au public a permis de vraiment se consacrer plutôt à une échelle départementale à l'inclusion numérique et de créer différents dispositifs, notamment le réseau départemental de l'inclusion numérique, les assistants des démarches administratives et numériques, les conseillers numériques, les établissements France Service, avec vraiment ce portage à l'échelle départementale. En 2023, France Numérique Ensemble arrive. Je vous ai mis un petit QR code qui reprend toutes les cartographies qui sont mises à disposition par le conseil départemental, que vous pouvez tout de suite scanner. Donc France Numérique Ensemble est arrivé à la fin de ce schéma de service au public et a été une occasion de continuer ce travail d'inclusion numérique, mais plutôt à l'échelle des intercos. Dès le début de l'année 2023, on a réuni toutes les intercommunalités pour leur demander quelles étaient aujourd'hui leurs actions d'inclusion numérique sur leur territoire. La plupart n'étaient pas trop sûrs de savoir ce qu'ils faisaient. Et donc, France Numérique Ensemble a été un moment pour essayer de commencer à verbaliser, structurer, comprendre quelles étaient les différentes actions de médiation et d'inclusion numérique. On a pu constater, en parlant à toutes les intercommunalités, que finalement, toutes faisaient quelque chose, et notamment l'une d'elles, qui est la communauté de communes, la communauté d'agglomération de Luberon-Monde-Vaucluse, qui portait un réseau de médiation numérique au niveau des médiathèques, qui coordonnait déjà et animait son réseau de France Service. Et donc, ils avaient déjà pensé à faire leur propre feuille de route. Et donc, FNE a été une occasion de se dire pourquoi pas travailler ensemble, collaborer et pourquoi pas introduire les feuilles de route infra-départementales à l'intérieur de la feuille de route France Numérique Ensemble départementale. Et c'est ce que nous avons fait.
Je vous présente ici les grands axes de la feuille de route France Numérique Ensemble du Vaucluse, qui a été déclinée en 5 objectifs et qui sont du coup inclus à l'orientation numéro 1 du schéma de service au public. Donc du coup, en objectif 1, nous avons l'accès au droit via le numérique pour les publics fragiles. L'objectif 2, élaborer un parcours numérique usager en collaboration notamment avec le coordinateur de conseillers numériques. L'objectif 3, structurer une filière de reconditionnement, recyclage, distribution de matériel. Je passe à l'objectif 5 parce qu'on parlera de l'objectif 4 juste après. Et enfin, la recherche de financement. L'objectif 4 est donc l'introduction des feuilles de route infradépartementales. Pour l'instant, nous n'en avons qu'une, puisque une seule a été écrite et va être présentée dans les prochaines semaines. Mais le conseil départemental et la préfecture a ouvert les discussions avec d'autres intercommunalités pour, pourquoi pas, les accompagner sur l'écriture de leur propre feuille de route et l'introduire dans FNE. Il y a une condition, évidemment, que les feuilles de route infradépartementales reprennent 2 axes à minima de la feuille de route départementale. C'est pas très compliqué. Donc, pourquoi pourquoi les coporteurs ont décidé d'intégrer des feuilles de route infradépartementales dans le FNE? Parce qu'en fait, c'est un échange de bons procédés. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a besoin des intercommunalités pour comprendre mieux les besoins des usagers, des acteurs, comprendre mieux le tissu associatif, qui sont les personnes qui opèrent tous les jours sur la médiation et l'inclusion numérique. Pour les intercommunalités, c'est un moyen d'être accompagné sur la structuration d'axes d'action par le département et les préfectures. Aussi l'accompagnement de recherche de sources de financement, parce que parfois certaines intercos sont un peu perdues et donc ont besoin de ce soutien départemental. Et enfin, si le département et plusieurs intercommunalités se mobilisent, ça peut motiver du coup les autres intercommunalités à écrire leur propre feuille de route départementale. Voilà. Il y en a 13 pour l'instant. Il y en a une qui est inscrite dans la feuille de route et 3 qui sont en cours de discussion. Et donc, je voulais juste vous présenter donc la feuille de route Monde Vaucluse, qui a donc 3 axes, dont 2 correspondent à la feuille de route départementale. Le premier, l'inclusion numérique, avec l'accompagnement administratif et numérique coordonné et clair pour les usagers. L'axe 2, parcours numérique usager, avec un usage raisonnable, raisonné et autonome. Et enfin, le dernier, qui diffère, c'est la communication, la veille et la promotion, pour une harmonisation et une identification des aidants numériques sur le territoire. Je vous ai indiqué les adresses mail de mes collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Si vous voulez directement leur poser des questions. Donc vous avez Judith Lepichon et Sandra Ferrero pour le département et Monsieur Jacques Benaïm pour la préfecture. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste pour dire que vraiment, en tant qu'Agence nationale de la cohésion des territoires, et je vais éviter de redire 10 fois les clichés, c'est vous qui savez comment faire sur le terrain, c'est pas nous. Et ça, très humblement, on dira jamais le contraire. Donc nous, notre rôle, c'est simplement d'aider, d'accompagner, de peut-être impulser, mais de se nourrir de tout ce que vous faites. Et tout ce qu'on fait, on le fait en partant de vous. C'est comme ça qu'a été construite cette politique publique, et c'est comme ça que ça continuera. Donc il n'y aura jamais de choses descendantes avec nous qui sommes pas accessibles et qui déployons des trucs dans notre coin, ça n'arrivera pas. Et quand on voit la qualité de ce qui se déploie sur les territoires, ça donne encore plus envie d'être dans cette démarche-là. Donc voilà, vous pouvez compter sur nous vraiment pour être dans cette démarche de co-construction tout le temps. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire quand ça va pas et aussi à nous dire quand ça va bien. Ça fait toujours plaisir. Surtout que voilà, on essaye de vraiment vous consulter au maximum tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à être transparent et bienveillant. Voilà, c'est super. Et comme on est un petit peu en avance, on peut prendre 2 ou 3 questions. Bonjour, merci pour les présentations. Alors, le Lot-et-Garonne l'a amorcé, mais est-ce qu'on pourrait l'étendre aux autres départements? Comment vous avez réussi à fédérer les partenaires? Parce que rassembler autour d'une table une diversité de partenaires, c'est pas simple. Donc voilà, vos retours d'expérience. Merci.
Je vais faire rapide. Alors nous, c'est parti des schémas directeurs, donc le SDASP et le SDUN. Donc en fait, c'était des partenaires qui se parlaient déjà. Et qui, en fait, après, pour être totalement honnête, on va aussi dire que c'est une histoire de personnes et de volonté. Et c'est un peu ce que disait le collègue du Lot. Enfin, Lot-et-Garonne, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est ça qui peut être aussi difficilement réplicable, même si c'est pas totalement impossible. Ça part aussi de personnes et de volonté, mais il y a cette chose commune des schémas un peu directeurs où en fait il y a déjà des partenaires qui se parlent sur ces sujets-là. Moi, j'aurais rajouté que le grain, pour la Vendée, c'est ce qui a été l'élément fédérateur. Mais on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que plus on travaillait ensemble, plus on avait envie de travailler ensemble, et plus on avait envie de se voir, et que ça a créé une émulation, et qu'on essaye de trouver des temps et des petits événements, des choses très simples, mais qui nous permettent de nous retrouver et d'embarquer toutes les communautés, que ce soit les communautés des entreprises, les services publics, que ce soit la CAF, la préfecture, le département et autres. Et c'est ça, je pense, en tout cas pour nous en Vendée. Mais François-Xavier, je suis sûre qu'il a un truc encore à vous dire. Oui, pour la Vendée, l'impulsion n'est pas venue du politique. C'est pas le préfet, c'est pas le président du département qui se sont dit on va travailler ensemble sur l'inclusion numérique. C'est vraiment les services qui ont pris contact les uns avec les autres, qui sont mis autour de la table et qui derrière ont embarqué l'échelon supérieur, le préfet, le président du département. Et donc pour ça, il faut des lieux de rencontre, il faut des lieux où les services puissent se rencontrer, se parler, découvrir qu'on a des intérêts en commun, qu'on a des politiques partagées. Et voilà, et ça c'est le départ pour créer un collectif avec des acteurs très variés autour de la table. Entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, puisque pour nous, au départ, ce sont nos travailleurs sociaux. Ils nous disent on est de plus en plus embêtés dans l'accompagnement des usagers. Un formulaire à papier à renseigner à 4 mains, c'était facile. Derrière l'écran, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme ça parlait de numérique, on se tourne vers la DSI. David, est-ce que tu pourrais venir réfléchir avec nous? On était 3 autour de la table. On s'est dit, c'est bien, mais tout seul, ça ne va pas marcher. On travaillait bien avec la CAF et la MSA au départ. Donc nos interlocuteurs techniques, on les met eux aussi. Donc de 3, on est passé à 5. Et puis assez rapidement, ça se structure. La CAF nous dit, mais pourquoi que nous 3 pourquoi on n'irait pas plus loin et puis 3, 14, 19, et puis voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement une ou 2 autres questions? Ça dépendra du temps de réponse. Merci pour votre présentation. Moi, je m'interrogeais par rapport à la question du partenariat public-privé, parce que nous, on s'interroge un peu sur cette question-là. Je travaille à la métropole du Grand Paris et j'aimerais savoir quelle modalité juridique vous choisissez pour intégrer... c'est un vrai sujet, donc si vous avez le temps. Ou sinon, on peut discuter plus tard. Oui, c'est un vrai sujet, cette question juridique sur les partenariats publics-privés. Pour parler de la Vendée, on a signé une charte entre tous les membres du Grain. Donc il y a des associations, il y a des structures publiques, il y a des opérateurs de l'État. Il y a une charte qui a été signée et qui définit un socle de principes de prise de décision pour fonctionner. Je dirais pas que c'est un document qui a une valeur juridique, mais à partir du moment où tout le monde l'a signé, ça fait office de règles partagées et ça donne un cadre au travail en commun. Mais c'est un gros sujet et on peut continuer la conversation après l'atelier. Après, ça dépend aussi de quel privé on parle. Moi, là, je vais parler plutôt pour le privé associatif non lucratif, parce que du coup, dans le département du Maine-et-Loire, on n'a pas vraiment aujourd'hui de partenaires privés lucratifs. Donc nous, après, c'est du fonctionnement de convention.
qui détermine les engagements financiers et d'action de chacun. Et ensuite aussi au sein de notre feuille de route, on a tout un chapitre des engagements de chaque partenaire vis-à-vis des autres sur le déroulement des actions de la feuille de route. Et c'est pareil que la Vendée, elle est signée par l'ensemble des partenaires, qu'ils soient financiers ou non, sur comment on travaille ensemble autour d'une feuille de route partenariale sur 3 ans. Voilà. Et après, sur les financements privés lucratifs, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Alors, nous, on a le cas puisqu'on a dans nos partenaires et financeurs, des partenaires financeurs, La Poste et Orange, par le biais de la fondation, par plusieurs biais d'ailleurs. Mais La Poste, par exemple, est pleinement partie prenante. C'est avec eux d'ailleurs qu'on a réinventé le pass numérique. Et même constat qu'en Vendée et dans l'Anjou, un cadre conventionnel, on ne s'est vraiment pas pris la tête sur le cadre juridique à la valeur de tout ça. Je parlais de symbolique tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on signe tous un papier, une convention, qui nous lie sur des objectifs, qui fixe un cadre, des intérêts communs, qui des fois parle dessous, avec des conditions de déblocage, un RIB, et puis c'est tout. Mais vraiment, on ne sait pas... ça n'a pas été un sujet, en fait. Et c'est passé au contrôle de légalité, et ça ne pose aucune difficulté opérationnelle. Oui, un mot supplémentaire. Je crois vraiment qu'on invente des nouvelles formes de gouvernance dans les territoires. Les schémas n'existent pas, les modèles juridiques n'existent pas, et on défriche, on teste, et on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais en tout cas, là, la question se pose pour le grain de devenir une association ou une coopérative. En fait, la préfecture, elle ne rentrera pas dans une association ou une coopérative. Donc, elle sort du jeu si on fait ça. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à construire des nouveaux modèles d'organisation dans les territoires. Je pense que pour le coup, on est arrivé au bout du temps, mais du coup, encore merci.